Développement, c'est un concept plutôt comme une grosse valise, assez vide, puis ça dépend de ce qu'on met dedans. Ce sont des choses pour lesquelles aucune société humaine va être contre ça. Comme membre de la petite bourgeoisie de ce pays développé, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses que je prends pour acquises. Les infrastructures, donc les gens ont une électricité, un accès à l'eau potable, des systèmes sanitaires, des routes, puis après ça les institutions aussi, comme un système de santé, un système d'éducation. Avoir eu un emploi intéressant, assez stable, avoir eu un revenu décent et d'avoir maintenant une retraite qui me permet de vivre sans aucun problème. On est capable d'avoir un minimum de services, un minimum de décence. Ben, en fait, ça signifie que j'ai plein de privilèges. Ça signifie que à l'intérieur même des Canadiens, il y a des Canadiens qui sont moins Canadiens que d'autres, qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi comme femme blanche de la majorité. Le mot qui me vient, c'est vraiment privilège. Le concept de développement colonialiste, il s'agit déjà de développer le capital au détriment de ceux qui n'en ont pas. Entre les États, d'un point de vue plus mercantile, le développement consiste à hiérarchiser les États par rapport à leur civilisation en présentant systématiquement les Occidentaux comme étant au sommet. Ils sont développés et c'est par rapport à leur stade qu'on va penser les autres sociétés comme étant sous-développées. Alors, les Occidentaux ont une façon de penser la richesse qui est capitaliste et qui consiste à favoriser la croissance du capital d'une minorité qui en a. Puis le développement se présente à l'échelle du monde comme étant un processus historique par lequel les sociétés devraient essayer d'atteindre ce stade auquel sont arrivés les Occidentaux. Donc, on dit à des Chiliens, on dit à des Guatémaltèques, on dit à des Maliens, on dit à des Indonésiens, on dit à des Roumains, on dit à différentes populations du monde qu'elles sont arriérées, qu'elles sont en retard, qu'elles ont à apprendre par rapport aux Occidentaux et qu'il leur faut tendre vers ce modèle-là, précisément en se livrant à eux, en ouvrant leur marché, en leur donnant accès aux matières premières, en fonctionnant en symbiose avec eux, en adoptant leur discours, leurs méthodes, leur vocabulaire, leurs pratiques, leur tenue vestimentaire, leurs objectifs. Et donc, la notion de développement qui est toute, au fond, mignonne, qui est innocente, qui est naïve dans son apparence et qui semble bonne, qui semble même sensée, est une façon pour les Occidentaux d'avancer masqués, d'intégrer à leur idéologie des peuples étrangers à leur modèle, de façon à pouvoir profiter de leur richesse, de leur territoire et de leur force de travail. Donc, le développement, c'est, à mon avis, comme Gilbert Rist, un moyen d'entretenir les inégalités. On participe tous, de manière plus ou moins consciente, à cette reproduction de ce déséquilibre qui, ironiquement, on dénonce par ailleurs. Alors, il y en a qui le font de manière hypocrite, d'autres le font sans trop savoir pourquoi, comment. Le désavantage, il est dans la vie de la planète. Parce que plein de gens développés, ça consomme beaucoup de planète. Donc, c'est deux échelles tout à fait différentes. Hein. À l'échelle individuelle, les migrations internationales montrent très bien où les gens choisissent d'aller. Ils choisissent d'aller vers les pays développés. Ils ne vont pas vers les pays sous-développés ou en développement. La moyenne de la qualité de vie sur Terre a augmenté depuis un siècle. Et sur le plan des mines, puisqu'on parle des mines, ça a des conséquences importantes. Au démarrage, ça part de ses ressources propres. Les Anglais avaient des mines. Les Américains ont eu des mines. Et puis, au fur et à mesure qu'ils acquièrent de la valeur, des connaissances, ils vont progressivement épuiser leurs mines locales et aller chercher les produits minéraux chez les autres. Eux vont conserver le contrôle monétaire et le contrôle intellectuel. Deux éléments qui font que la production minière doit augmenter.
Le premier, c'est l'augmentation de la population. On arrive à 10 milliards. Okay. Et le deuxième, c'est l'augmentation de la consommation individuelle. Chacun d'entre nous consommant tous les ans des métaux en quantité. Pour donner un exemple très concret, un Japonais, un Américain, un Européen consomment entre 5 et 10 kilos de cuivre par an. Un Indien consomme à peu près 1 kilo. Et un Africain d'un pays déshérité, 200 grammes. Or, l'Indien, l'Africain veulent vivre comme des Européens ou des Américains. Alors, vous prenez, c'est terrible, hein, vous prenez la consommation individuelle, vous la multipliez par le nombre d'habitants, et vous avez des exponentiels. Ce qui pousse les compagnies minières, c'est la demande. Okay, pour moi, les compagnies minières sont des agents d'une demande sociétale. Tant que la demande sociale augmente, les compagnies minières augmentent. La seule manière de réduire l'activité des compagnies minières, c'est de réduire la demande. Comment on peut réduire la demande? Un moyen extrêmement simple. On jette des quantités de produits tous les jours. Okay, vous savez que la moitié des produits alimentaires partent à la poubelle dans le monde. Okay, c'est la même chose pour les métaux. Si vous faites un inventaire des garages, hein, regardez dans votre garage, qu'est-ce qui traîne dans le garage? Ou dans le sous-sol, qu'est-ce qui traîne dans le sous-sol? Vous allez voir des tas de trucs qui ne servent à rien, qui ne sont pas recyclés, et qui donc, du fait simplement qu'on les garde, imposent aux compagnies minières d'aller chercher de nouveaux produits dans d'autres pays. On est directement responsable. Il y a toujours un versant noir dans les sociétés. Les abattoirs, les poubelles, la mort. Autrement dit, les gens ont tendance à regarder que le produit final et à se foutre absolument totalement de la production. Alors, j'ai souvent l'habitude d'expliquer aux gens que derrière une souris comme ça, là, il y a un trou quelque part dans le monde. Parce que là-dedans, vous avez un laser avec du niobium. Et le niobium, il vient bien de quelque part. Il n'est pas recyclé, le niobium. Okay, donc, cette souris-là, elle a un trou au Brésil. Chez des gens qui n'ont pas forcément de souris de ce type-là. La souris, elle est là. Y también cómo nos venden una perspectiva de desarrollo, porque llegan como con ese lema a las comunidades, donde obviamente por las carencias y deficiencias a nivel de país, que no se tiene acceso a muchos servicios y que no atienden a necesidades de las comunidades, entonces llegan las empresas con una falsa perspectiva de desarrollo, diciendo que al llegar la empresa van a poder tener acceso a carreteras, a escuelas, sobre todo infraestructura gris. Algunas familias o en las comunidades se crea como la expectativa de que se va a tener acceso a escuelas, carreteras, pero también algunas a acceso a trabajos, cuando realmente, bueno, ya en la realidad no es así. Y entonces en ese sentido podemos decir que el modelo impuesto de desarrollo actualmente no está beneficiando a la población que vive en situación de pobreza y extrema pobreza, donde hay pueblos originarios, mujeres, niñez, juventud. Entonces, al no garantizar sus derechos y el acceso a servicios básicos, desde esta pertinencia cultural y el respeto a su identidad, definitivamente lejos de contribuir a su desarrollo y bienestar, está interviniendo de manera negativa. Pues sí tiene mucho que ver con el ideal del desarrollo desde el punto de vista occidental, ¿verdad? Si desarrollo es tener fábricas, es contaminar, es criminalizar, entonces ese desarrollo no lo queremos. El desarrollo debería ser permitirnos decidir qué tipo de desarrollo queremos, ¿verdad? No puede ser que el desarrollo venga conceptualizado, impuesto desde fuera, porque entonces no es desarrollo, ¿verdad? Et là, j'ai fait que c'est ça, cette affaire-là. Donc, c'est comme la première fois où là, j'ai compris plusieurs choses. Premièrement, qu'en plus d'être privilégié, en vivant au Canada, au Québec, en plus d'être privilégié, je me retrouve dans un état de complaisance envers les compagnies minières. Je découvre même qu'on est une forme de paradis fiscaux pour les entreprises minières, les conglomérats internationaux.
je découvre qu'on ferme les yeux sur les droits humains des endroits où les compagnies vont exploiter. Peut-être pour commencer, une opération minière, c'est tout d'abord quelque chose qui s'étend sur de très longues années. Une opération minière, ça commence d'abord par une phase d'exploration. Généralement, c'est une équipe de géologues qui vont aller reconnaître le terrain, qui vont essayer de trouver l'endroit où justement exploiter un minerai. Et puis, donc, l'opération va se poursuivre, généralement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. La durée change beaucoup selon le type de minerai, selon également la taille tout simplement du gisement. Et puis, donc, à la fin, lorsque tout le minerai, le gisement a été exploité ou que ce n'est plus suffisamment rentable de l'exploiter, la mine va fermer. Donc, à sa fermeture, elle va démanteler les infrastructures et puis elle va devoir restaurer le site, donc le ramener à un état qui soit le plus proche possible de son état initial, de son état naturel. On ne pourra jamais revenir exactement à l'état initial, simplement parce qu'on a extrait une ressource qui n'est pas renouvelable. Par contre, on parle de retour à un état naturel satisfaisant, c'est-à-dire qu'on va essayer de ramener le site dans un état où il s'intègre correctement au milieu naturel. On ne voit plus qu'il y avait là avant un site minier.